Eh bien, bonjour Hamza. Bonjour Thierry, comment ça va? Ça va, bien, et j'espère que tu vas bien aussi. Ouais, ça va, on est un peu une minute en avance, Voilà. mais c'est bien. Comme ça, on va voir qui est-ce qu'il y a de présent. Est-ce que vous pourriez commenter avec juste votre prénom? Ce serait super cool. Voilà, donc le sujet de l'émission d'aujourd'hui, eh bien, c'est entreprendre à la recherche de l'idée parfaite. Donc, c'est un super sujet. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on va surtout parler de tout ce qui est idée, l'idée de création d'entreprise et puis l'idée de votre produit ou de votre service. C'est ça, Hamza? C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est vraiment quelque chose, Thierry, que j'entends moi personnellement assez souvent, c'est-à-dire que ce qui freine les gens, souvent, c'est j'ai pas trouvé la bonne idée. J'arrive pas à avoir de bonnes idées. Oui. J'ai trouvé une idée, mais après je me suis aperçu que ça existait déjà. Ouais. C'est souvent le premier obstacle. Le premier challenge, c'est l'idée. Et c'est pour ça un petit peu qu'on a eu envie de faire une première émission d'abord sur ça. On puisse un petit peu dégommer un par un tous ces obstacles qui empêchent les entrepreneurs de se lancer, quoi. Oui. Donc le premier obstacle, le but de cette émission, c'est de discuter de qu'est-ce qui fait une bonne idée. On a pas mal de questions qu'on va partager, hein, Thierry, c'est ça? Voilà, oui. Et puis, écoute, là, je vois que les gens commencent à se connecter. Donc, C'est bien. alors juste une petite chose qui n'a rien à voir avec l'émission, mais c'est pour répondre à Samira. La question que tu as posée, Samira, n'est pas dans le sujet de cette émission, c'est dans le sujet d'une des prochaines émissions. Donc, je t'invite à te reconnecter un peu plus tard. Voilà. Oui, parce que c'était une question à propos des démarches administratives pour créer une entreprise. Et là, c'est pas Ah oui, c'est pas le on en sujet. parlera, ouais, bien sûr. Voilà. Donc, ok, bien écoute, Hamza, on va commencer tout de suite. Alors, Ouais. on avait récapitulé les idées et justement, donc, en fait, une des premières questions qu'on peut se poser dans la vie courante, c'est qu'est-ce qui fait que certaines personnes trouvent de bonnes idées et puis d'autres n'en trouvent pas? Et c'est une bonne question, hein. Moi, c'est pareil, c'est encore une question qui revient très souvent. Ça, on se sent un petit peu frustré parce qu'on a toujours un ami en commun qui a plein d'idées, et puis on se trouve un petit peu nul parce qu'on ne trouve pas que nos idées sont bonnes, on trouve qu'on n'est pas assez créatif. Alors la question qui en découle, c'est est-ce que la créativité, c'est un talent inné? Est-ce que c'est quelque chose que certains ont et d'autres n'ont pas? Oui. Donc, enfin, c'est vraiment ça, hein. Alors, juste pour que je reste sur le sujet, Thierry, pardon, Ouais. tu peux reposer ta question parce que je veux bien faire attention de répondre à la question. D'accord, ok. Désolé. Alors, qu'est-ce qui fait que certains trouvent de bonnes Voilà. idées et d'autres pas? D'accord. Les personnes qui trouvent de bonnes idées, c'est des personnes qui se posent de bonnes questions. C'est-à-dire on réfléchit souvent on voit souvent le résultat, on pense souvent au résultat sans penser à la méthode pour atteindre le résultat. Et c'est vrai qu'en tant que coach, moi, c'est vraiment sur la méthode qu'on travaille. C'est-à-dire que la méthode pour trouver de bonnes réponses, de bonnes idées, c'est se poser de bonnes questions. Souvent, on ne se pose pas de bonnes questions. Et les questions qui sont génératrices d'idées, bonnes idées, c'est des questions qui ont attrait à des frustrations, des problèmes, des besoins qu'on observe. Donc, à la base, quelqu'un qui trouve de bonnes idées, c'est quelqu'un qui observe tout le temps ce qui peut être amélioré, qui a toujours un œil critique sur la société, sur les produits, sur les frustrations des gens, et qui a en plus une envie d'améliorer les choses. D'accord. Il y a une forte envie d'améliorer les choses. Les gens qui ne trouvent pas d'idées, c'est des gens qui partent pas avec un mindset, avec une attitude d'aider les autres, d'améliorer la vie qu'on a en commun, la société, la communauté, peu importe, mais qui partent d'un constat égoïste. Par exemple, je veux me mettre à mon compte. D'accord. C'est égoïste. Par exemple, je veux gagner plein d'argent. Par exemple, je veux être mon propre patron. C'est que moi, et du coup,
ça ne crée pas les bonnes idées, le bon environnement pour trouver de bonnes idées. Les bonnes idées, c'est des solutions avant tout à des problèmes, des besoins, des frustrations, des irritations. Et c'est comme ça qu'en fait l'histoire de l'homme s'est faite. Hein. C'est à partir d'un constat. Et quand on observe avec cet œil-là d'essayer d'améliorer, bah, forcément on va se dire oui, mais pourquoi on fait les choses comme ça? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ce serait bien un petit système qui puisse faire ci et ça. Mais attends. Et puis petit à petit on est parti. Mais à la base, ce qui initie le processus de trouver de bonnes idées, c'est vraiment la question. Donc pour moi, pour répondre à ta question directement, c'est pas du tout l'aspect certains sont doués pour trouver de bonnes idées ou pas. Il y en a qui utilisent ce genre de recette et il y en a qui l'utilisent pas et qui partent d'un constat. Non, moi je veux juste me mettre à mon compte. J'aime bien la mode, alors monter une boîte de mode, une boîte de fashion. Mais ça c'est selfish, c'est très selfish. Donc voilà, monter une boîte de fashion pour pas améliorer les choses, toucher un autre public ou peu importe. Bah, bon courage quoi. Voilà. Après, bien évidemment, c'est pas tout le monde qui a des bonnes idées naturellement, mais il y a aussi des techniques de recherche d'idées, des méthodes de recherche d'idées. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Ah ouais, bien sûr. Alors, et ça c'est bien parce que bon, la méthode connue c'est la méthode brainstorm. La méthode brainstorm, on va. Alors déjà à la base, c'est vraiment le pourquoi. Déjà, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui nous anime? On veut améliorer la vie d'autrui, on veut améliorer les choses, on va alléger déjà les frustrations, les problèmes des autres, ou on veut pourquoi. Déjà, ça c'est vraiment la base. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce partie de la méthode? On veut le faire égoïste parce que. Deuxième étape, c'est vraiment brainstorming. Alors le problème du brainstorming, Thierry, c'est là que beaucoup d'échecs apparaissent. C'est qu'on va faire du brainstorming et je vais dire une bêtise, je vais dire une idée comme ça qui va me sortir. Puis c'est le principe du brainstorming, c'est qu'on va dire plein d'idées, elles ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises, on y réfléchira après, on les marque. Et souvent on a cette capacité, cette tendance à dire quelque chose, tout de suite l'analyser, la dégommer. Donc on a perdu le momentum, si tu veux, et on n'est pas très bon en brainstorming, donc on n'en trouve pas beaucoup des idées. L'idée du brainstorming, c'est de pas analyser tout de suite les idées, c'est d'abord de les mettre, d'écrire, jusqu'à ce que ça fasse un schéma, qu'on n'ait plus rien à se dire. Et l'idée, moi ce que j'encourage vivement, Thierry, c'est vraiment d'avoir du brainstorming. Personne, mais surtout avec une règle, c'est de pas critiquer, c'est de pas casser. C'est pas ça le but du brainstorming. Le but du brainstorming, c'est d'en sortir. Après, on fera le tri. Ça sera une deuxième étape. Et d'ailleurs, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est on fait le tri. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui nous plaît? Alors là, il y a je pense qu'on va y répondre plus en profondeur avec une autre question peut-être, mais il y a des méthodes aussi pour déterminer si une idée est bonne ou pas. Parce que c'est subjectif. Tu vois? Oui, tout à fait. Alors juste avant qu'on passe à la question suivante, je voulais juste apporter un petit point sur les méthodes de brainstorming. Alors, je vais vous donner deux méthodes simples de brainstorming. En fait, vous prenez un groupe de personnes, vous le divisez en deux, vous faites sortir un groupe de la pièce et le groupe qui reste, vous lui mettez quelques mots qui sont dans le domaine de votre recherche. Je ne sais pas, par exemple, prenons le cas de la personne qui veut monter une entreprise dans la mode, mais qui n'a pas d'idée spécifique. Donc vous mettez quelques mots en rapport avec la mode et vous demandez aux gens de réfléchir en fait sur des phrases à propos de ces mots. Une fois que vous avez obtenu un nombre de phrases suffisant, 5, 6, vous faites sortir les personnes, vous faites rentrer le deuxième groupe et vous les faites réfléchir sur le résultat du premier groupe. Et vous faites cet aller-retour plusieurs fois. Donc ça n'a même pas besoin d'être dans le même temps physique, bien que ce soit recommandé quand même de faire ça assez proche pour que les gens restent chauds. Parce qu'en fait, cette technique, elle permet aussi de développer la créativité des gens. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas d'amis, ce qui est déjà un petit peu embêtant, mais vous décidez de travailler sur votre projet à 2 heures du matin et là, vous n'avez pas de personne sous la main. En fait, ce que vous faites,
c'est que vous prenez quelques mots qui pour vous sont votre domaine de recherche et vous allez sur votre traitement de texte préféré et vous allez sur les synonymes et vous commencez à regarder les synonymes et à les noter. Pourquoi ? Parce que les synonymes vont élargir, parce qu'il n'y a jamais de synonymes, enfin il y a rarement des synonymes tout à fait exacts. Donc en fait les synonymes vont soit élargir votre recherche, parce que ça va vous amener sur un concept plus vaste, soit ça va le resserrer. Et en fait ce mouvement d'itération entre élargissement et resserrement va vous stimuler et va vous permettre d'avoir des idées. Voilà, ça c'était donc 2 techniques que vous pouvez utiliser pour chercher des idées. Très bonne technique. Moi, je ne connaissais pas celle de la deuxième, là, du c'est le thésaurus. Ok, ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer à la question suivante, qui est ah oui. Qu'est-ce qui fait qu'une idée est bonne ou mauvaise ? Alors voilà. Ce qui fait qu'une idée est bonne ou mauvaise, il y a vraiment 5 points. Et il y a vraiment 5 points. Parce que, enfin, moi, Thierry, j'ai entendu tellement d'idées qui sont pas très bonnes, mais les gens y croient tellement. Et elles sont pas très bonnes, je le prouve. Mais les gens sont un petit peu aveuglés par ils sont un peu séduits par le prospect de leurs idées, et pas par l'idée elle-même. Il y a 5 points, 5 méthodes pour vraiment évaluer si une idée, pas 5 méthodes, pardon, 5 critères pour évaluer si une idée est bonne ou pas. Le premier, c'est le critère du contrôle. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui se mettent à créer un business qui dépend de Facebook. Ils créent un groupe Facebook et leur business dépend de Facebook. Donc le jour où Facebook dit c'est pas à vous ça, vous contrôlez pas, on va changer les règles, maintenant c'est payant ou quoi que ce soit, ou c'est limité ou des choses comme ça, d'un seul coup on perd le contrôle. Le point contrôle, est-ce qu'on son environnement est important. Le deuxième point, c'est la difficulté d'entrée pour les concurrents. C'est sûr que moi je suis coach, mais n'importe qui peut être coach demain. Donc en termes de difficulté d'entrée, là si c'était l'idée du siècle, ce ne serait pas justement, parce que tout le monde peut rentrer. Par contre, Facebook, c'est déjà beaucoup plus compliqué de créer un deuxième Facebook. Donc eux, ils contrôlent non seulement leur environnement, c'est à eux, ils dépendent pas d'autre chose, mais en plus de ça, ils dépendent même pas de Google et du fait qu'ils soient en première page de Google ou quoi que ce soit. Mais en plus de ça, en termes d'entrée, ils ont tellement d'avance technologique que c'est très très difficile de les rattraper. Très très difficile de les rattraper. Donc les concurrents peuvent pas rentrer facilement. Le deuxième, c'est que ça touche un besoin. Il faut absolument que ça touche un besoin. S'il n'y a pas de besoin qu'on adresse, c'est pas forcément une bonne idée. D'accord ? Des fois, il y a des idées sympas, mais j'ai entendu plein d'idées comme ça sympas où on pouvait faire la même chose gratuit avec d'autres choses. J'ai inventé une gourde et en fait, cette gourde, elle tient, elle se clip dans ta poche. Ouais. Et alors la question c'est, et alors ? On s'en fout quoi. C'est pas vraiment un besoin. C'est pas vraiment un besoin qu'il y a. Ça c'est le troisième critère. D'accord ? Le quatrième c'est le temps. Souvent le piège où on tombe c'est que on peut gagner d'argent que si on travaille. Oui. Bonne idée, c'est si on est capable de se séparer de son travail. D'accord ? De créer un produit et de faire en sorte que qu'on soit là ou pas, le produit se vend ou le service se vend. D'accord ? C'est le cas, par exemple, d'avoir des vidéos que les gens peuvent acheter en ligne. Ça dépend pas de mon temps à moi. Tu vois, Thierry, ce que je veux dire ? Et se séparer de cette composante de temps, c'est un des critères qui est important. Alors, au début, on commence toujours par travailler, mais très vite, il faut absolument créer un modèle où on n'est plus à travailler, où on dépend. Ça dépend plus de nous, d'accord ? Mark Zuckerberg ne travaille plus. Google, les gens à Google, ils ont créé le système et c'est complètement dissocié de leur temps personnel, d'accord ? Chose que les pharmaciens, les petits commerçants, les docteurs, les avocats, les coachs, malheureusement, ne sont pas capables de faire. Et ça, c'est vraiment difficile. D'accord.
Et le dernier point, c'est la scalabilité, la capacité à ce que le business grandisse. Et s'il grandit, ça veut dire qu'il grandit sans toi. Donc il grandit, et c'est facile de dire ouais, je vais trouver quelqu'un qui va me remplacer, ce sera le manager, après je pourrai me relaxer et prendre l'argent. Ça marche jamais comme ça. Jamais comme ça. Si le business en soi il dépend de gens, oui. D'accord, il grandira pas. Il faut absolument que le business ne dépende pas uniquement de gens, ou que les personnes desquelles le business dépend soient très facilement remplaçables. Par exemple, le business McDonald's, ceux qui sont derrière le guichet, c'est souvent des jeunes étudiants et on en trouve tout le temps très facilement. Ça, c'est cool. Par contre, si c'était des architectes très pointus, des ingénieurs très pointus ou des choses comme ça, c'est là que la scalabilité, elle va dépendre un petit peu de la disponibilité sur le marché et de la concurrence sur le talent, etc. Donc ça, c'est les 5 critères vraiment qui font qu'une idée, elle est bonne ou pas. Juste pour la petite histoire, ce que tu as dit à propos, tu sais, de l'opportunité de l'idée, le point 3, je l'ai personnellement expérimenté, c'est-à-dire que j'ai eu une méga idée un jour d'un service pour les salles d'attente de médecins en France. Oui, sauf que comme les clients vont chez les médecins, quelle que soit la qualité de la salle d'attente, eh ben, le service ne s'est pas vendu. Voilà, c'était juste pour dire que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un point sur lequel, quand j'ai créé l'entreprise, je me suis aveuglé parce que je trouvais que mon idée était tellement exceptionnelle que machin, et j'ai été rattrapé par la réalité. Donc voilà, il faut admettre des fois qu'on a, on a des idées qui marchent entre guillemets dans notre tête, dans notre monde parfait, mais malheureusement il y a une réalité autour, et que cette réalité autour voilà, elle est pas forcément coopérative. Voilà, exactement. Et en plus, Thierry, moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est « so what ?» Ouais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Ok, et alors? Enfin, pourquoi ce serait bien? Parce que ça n'existe pas. Et alors? So what? Ça aide qui? Parce que si tu veux mon argent, Thierry, il faut que tu me rendes un service dont j'ai besoin. Sinon, ça passera pas. Et si je peux me passer de ce service, j'en ai pas besoin, même si c'est super bien. Du coup, alors il y a des sociétés qui sont tellement bonnes qu'elles créent le besoin. D'accord, le téléphone portable, c'est un besoin créé, l'iPad, c'est un besoin créé, etc., les tablettes. Mais derrière, il y a toujours une optique de besoin. Et ça, c'est vraiment la question « so what ?» Tu veux faire un business, et alors, pourquoi les gens achèteraient ça? Mais non, parce que, je sais pas, c'est bien, et puis en plus c'est Frenchy, et il n'y a pas beaucoup de trucs. Mais tout le monde s'en fout de ça. Il faut que ça règle un besoin. C'est ça qui est extrêmement important. C'est la base. Et voilà, mais je te laisse continuer avec les questions. Voilà, et bien justement, on arrive un peu à la partie concomitante qui est et si je découvre que mon idée est déjà prise? Ouais, ah d'accord. Qu'est-ce que je fais? Eh oui. Ouais, et puis ça arrive tout le temps, en fait. Ça arrive la plupart du temps. Il y a, je sais pas, 6 milliards de cerveaux. Les idées, on n'a pas un don divin de trouver des bonnes idées que 6 milliards de personnes à laquelle 6 milliards de personnes n'ont jamais pensé. Ça arrive très très souvent. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, Thierry, c'est que c'est pas l'idée importante. C'est pas ça l'idée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, demain, quelqu'un se met en place en tant que coach. Je vais pas me fâcher parce qu'il a eu la même idée que moi, mais non, pas du tout. C'est plutôt la façon dont je fais mon coaching, dont je grandis ma boîte, les services que je vends, comment je les vends, qui fait de mon idée originale ou pas dans le coaching. Les gens essaient de révolutionner, ils essaient d'avoir un esprit pionnier parce que on aime bien voir les histoires comme Facebook, les histoires où les gens ont inventé quelque chose qui n'existait pas avant. Mais il ne faut pas oublier que la grande majorité des sociétés qui ont réussi, c'est des sociétés qui ont amélioré l'existant. Google, les moteurs de recherche existaient déjà. Microsoft, les ordinateurs existaient déjà. Et compagnie. Enfin, ce que je veux essayer de dire, c'est que c'est pas dans
l'idée, c'est pas parce qu'elle est prise que oh non, il y a déjà un coiffeur, je peux pas monter un salon de coiffure Mais non, pas du tout. C'est comment tu peux le faire pour que ce soit vraiment, ça adresse un besoin et que ça repart sur les 5 critères, mais surtout que ce soit ça l'idée. C'est la façon de faire, le business model. C'est la façon de faire. C'est ça que les gens comprennent pas. Oui. Et d'ailleurs, pour ça, il y a un jour quelqu'un qui a créé un site pour acheter des billets en ligne. Et effectivement, on a dû lui dire ouais, ça existe déjà. Il y a des agences de voyage dans tous les coins de rue, monsieur. Et lui, il a dit non, moi, je vais le faire autrement. Je vais le faire par Internet. Je vais le faire moins cher. Je vais faire jouer la concurrence. Et je vais faire en sorte que c'est eux qui cherchent. C'est plus quelqu'un. Ça va être moins cher. Alors ça marche. Ça a marché. Ça a explosé. Et puis ça a détruit tout un secteur d'activité d'ailleurs. Donc c'est vraiment pas l'idée qui est importante, c'est le comment on exécute l'idée qui va faire la différence. Eh bien écoute, justement à ce sujet, j'ai une question de Sami Valangati. Reproduire une idée, un concept ayant fait ses preuves à l'étranger ou dans un autre pays, est-il un gage de réussite à Dubaï? Non, c'est pas un gage de réussite parce que chaque marché est différent. Il s'appelle Samir, hein? Samir? Non, c'est Sami. Sami, chaque marché est différent, chaque marché a un besoin, il y a une culture de business qui n'est pas forcément la même ailleurs. Maintenant, reproduire une idée qui marche dans des marchés à démographie similaire, à classe sociale similaire, au niveau, au niveau argent, sur le niveau salarial, le niveau de vie en fait des gens. C'est là qu'on peut-être qu'il y a une similarité effectivement, et c'est comme ça que les franchises font leur pain. C'est comme ça que les franchises marchent aussi. C'est que ils se disent regardez, moi j'ai un système qui marche, il faut juste l'implémenter, il faut juste copier, il faut juste le dupliquer plutôt. Et voyez, si vous suivez la recette, ça marchera aussi à peu près partout. Maintenant, il faut avant tout, et c'est là qui est important, Thierry, c'est que l'idée, on peut pas décider si une idée est bonne ou pas, Sami, sans l'avoir testée. Là, je donne des critères, on donne beaucoup de théories, on se dit ça, on se dit ci, mais en vrai, il faut l'essayer. En vrai, il faut essayer de la vendre à des personnes. C'est tout. En vrai, à la fin, il faut essayer de la construire. Avant chaque design d'un nouveau téléphone, il y a au moins 40 modèles qui ne verront jamais le jour parce que les gens ont essayé. Et en fait, c'est dans l'essai qu'on va se tromper, tomber, qu'on va se dire « Ah mince, ça ne marche pas comme je le voulais ». Et c'est dans l'essai qu'on va commencer à s'adapter. Parce que l'idée, elle commence dans la tête, mais il faut absolument l'adapter à la réalité. Et la seule façon de l'adapter à la réalité, j'ai envie de te dire, Thierry, c'est là où les gens échouent, ils restent coincés dans leur tête, ça marche pas, ils sont dans le rêve, ils sont dans la séduction de leur idée, du potentiel, ou alors dans la déception qu'elle existe, mais ils vont pas se dire, tu sais quoi, je vais essayer de la faire à la copine de ma sœur. Voilà. Je vais essayer de le faire juste pour voir un peu. Alors, l'autre erreur que les gens font pour tester une idée, Sami, je pense que c'est quelque chose qui va t'intéresser aussi, c'est qu'ils en parlent à des gens qui ne sont pas qualifiés. Oui. Donc, par exemple, moi j'ai une idée, et comme ce n'est pas des gens qui seront dans le même secteur d'activité, qui ne vont pas avoir la même connaissance que moi, ils vont dégommer mon idée, ils vont me dire, franchement, moi je ne le ferai pas. Et du coup, on se laisse décourager. Pas parce que on pense que l'idée, pas parce que l'idée est mauvaise, mais parce que quelqu'un nous a dit que l'idée est mauvaise. Ce qui est important, c'est que la tester, ça veut dire aussi l'exposer à des gens et pouvoir la vendre, parce que les gens vont la démonter. Et c'est important qu'ils la démontent, parce qu'il vaut mieux que les gens la démontent que le marché le démonte. Si le marché le démonte, on a dépensé de l'argent. Quand les gens, nos proches, nos amis, démontent une idée, c'est la meilleure façon de voir si on peut revenir à la charge et dire « Ah d'accord, mais alors, et si je le faisais comme ça ? Et là, on commence à implémenter. On commence le processus d'implémentation. Mais attention à ne pas discuter avec des gens qui connaissent strictement rien. Parce que c'est ça que c'est à double tranchant, quoi. Hein. Oui, là tu rejoins un peu mon expérience personnelle où
Enfin bon, j'ai inventé un concept dans les années 2000 et je me suis retrouvé à le présenter à des gens qui étaient dans l'informatique, mais qui n'étaient pas spécialisés dans ce domaine. Et voilà, je veux dire, le concept a été détruit et aujourd'hui, il y a des entreprises qui gagnent très bien leur vie avec ça. Donc, dont acte, pensez toujours à présenter votre idée à des personnes qui sont susceptibles de comprendre techniquement votre idée et les besoins de votre idée. Oui, et puis qui peuvent enrichir, hein, Thierry. Oui. Ce qui est important, c'est que à la fin, il faut la tester, d'accord? À la fin, il faut la tester. Mais quand les gens vous donnent des obstacles, déjà, c'est mieux que si c'était le marché qui donnait un obstacle. Mais surtout, ça nous entraîne aussi à la présenter, à la vendre. Parce que si on a un besoin d'investissement, si on a besoin de convaincre des clients de l'acheter ou des choses comme ça, on est obligé de travailler notre force de vente. On est obligé de travailler notre capacité à présenter notre idée, notre produit, notre service. Et donc, ça, c'est vraiment dans le test, c'est aussi un test pour améliorer, aiguiser nos techniques de vente et de présentation. Tout à fait. Alors, vu qu'il est la dernière question, justement, à quel moment on passe à l'étape suivante? C'est-à-dire à quel moment on décide que l'idée est mûre et qu'il faut y aller? Le plus tôt possible. Ouais. C'est horrible ce que je dis, mais en fait, les gens voient passer à l'étape suivante comme la grosse montagne à franchir. C'est pas obligé d'être coûteux. Oui. On peut essayer avec 10 amis qu'on invite à la maison et on travaille, on le fait tout seul d'abord, pendant les week-ends, pendant les soirs. On prend pas de risque, on démissionne pas, on fait quoi que ce soit, si c'est un service, une brochure marketing, peu importe, ou si c'est un produit, on le fait, on le commande, peu importe. Et puis, on se dit, je vais inviter 10 amis à la maison, puis je vais leur dire, écoutez les amis, je voulais vous parler d'un truc que je trouve absolument incroyable, et boum, on essaye de le vendre. On essaye de le vendre. Et on essaye d'avoir des clients, et donc un retour client. D'accord. Il faut essayer le plus vite possible, parce que ce qu'il y a dans notre tête, c'est un rêve. D'accord ? La réalité, elle est tout autre. Le plus tôt on essaye et le plus tôt on va accélérer justement c'est un petit peu comme un bébé, hein, une idée. Une idée, quand on l'essaye, de toute façon, elle est parfaite. Ah oui, c'est sûr, il y a des bras, des jambes, tout marche bien, c'est magnifique, c'est parfait. Mais elle n'est pas adaptée à la vie humaine. D'accord. Elle dépend de son créateur. Et donc, du coup, derrière, il faut absolument la tester pour que... C'est comme un bébé, hein. C'est en faisant qu'on apprend. C'est en faisant qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on s'adapte. Facebook n'a pas commencé comme ça. Il a commencé juste à essayer de faire un réseau dans une université. Il savait pas il savait pas que ça allait où est-ce qu'on est aujourd'hui. Absolument pas. Google ne savait pas qu'ils allaient faire des voitures sans pilote, sans conducteur, etc., etc. C'est parce que ces gens commencent qui se heurtent à de nouvelles possibilités. Il faut commencer le plus vite possible. Pas commencer en prenant des risques, pas commencer en dépensant beaucoup d'argent, mais commencer le plus vite possible. J'ai beaucoup de clients, Thierry, on fait 3 heures de ils travaillent leur idée, on parle du marketing, on parle de la vente, on parle de tout ça, et puis le silence. Mais c'est ça le vrai test de l'entrepreneur. Tu as les gens qui vont réfléchir, puis dans 10 ans, ils seront encore en train de réfléchir. À la fin de leur vie, ils seront encore en train de se dire ouais, mais maintenant c'est trop tard parce que j'ai 15 enfants et je peux pas, et je dois payer ci, je dois payer ça. En fait, plus on commence tôt, et plus c'est facile parce que moins on a d'attaches. Ouais. On peut partir, on peut rebondir, on peut se tromper. Il n'y a pas autant d'impact que si on était marié, que si on avait des enfants, que si on avait un prêt bancaire, etc. Donc pour moi, c'est commencer, c'est le vrai test de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est pas celui qui apprend à voler avant de sauter de la falaise. C'est quelqu'un qui saute de la falaise et en tombant, il apprend à voler. C'est dingue. Mais quand on a, je terminerai juste par ça, Thierry, quand je suis devenu papa, j'ai pas lu un manuel pour devenir papa et j'ai pas attendu jusqu'à ce que je savais tout. Il fallait que j'apprenne. Et tu vois, c'est ça une start-up. Une start-up, c'est on n'a pas toutes les réponses. On y va un peu le jour, la semaine, on essaie de planifier, mais ça marche pas comme on a planifié. On a des obstacles, c'est pas aussi facile. On doit évoluer, on apprend, et c'est ça la vie. En vrai, c'est ça être entrepreneur. C'est quelqu'un qui saute
mais qui apprend à voler en tombant. Et peu importe si on tombe et qu'on s'écrase, notre capacité à recommencer fait que, waouh. Et puis surtout, t'imagines quelqu'un qui commence à 18 ans, quelqu'un qui commence à 21 ans, il fait des erreurs, il se gourre 4 fois. Oui. Mais je te promets qu'à cette vitesse-là, à 30 ans, il est millionnaire. Ouais. À cette vitesse-là, à cette capacité de faire des erreurs, c'est notre évolution est complètement tributaire de notre capacité, de notre expérience dans l'échec. L'échec, c'est le vrai teacher, le vrai professeur, c'est l'échec. D'accord. Et les gens osent pas parce qu'ils veulent pas, enfin ils ont peur. Et du coup, ça reste dans l'idée. Alors on s'attache à notre idée en disant oui, c'est pas encore parfait, mais c'est pas mal. J'en ai parlé à un tel, il m'a dit que c'était une géniale idée. Puis on continue à blablabla. 3 ans plus tard, on n'a rien fait. 3 ans plus tard, 6 ans plus tard, on n'a rien fait. Mais le vrai test de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va dire bah tu sais quoi, je vais faire un site. Bah tu sais quoi, je vais essayer de le vendre. Bah tu sais quoi, je vais essayer. Et ça, même si tu te gourres, et d'ailleurs, on se gourre, Thierry, d'accord ? T'as essayé. Mais le truc qui fait que t'as réussi à apprendre beaucoup de choses, c'est parce que tu t'es donné les moyens d'essayer, tu t'es donné les moyens de rêver. Mais les gens, le plus gros problème, c'est pas l'idée, en vrai, c'est pas l'idée. C'est juste que les gens sont paralysés. Ils procrastinent. Ils trouvent des excuses. Ouais, mais là, je travaille. En plus, demain, on retourne en France. Et après, demain, puis il y a les enfants. Peut-être, Inch'Allah, je leur ferai après les vacances. J'essaierai. Ouais, mais là, j'ai pas les fonds. Il faut beaucoup. Arrête. Arrête. C'est pas l'idée, le problème. C'est toi, là. Donc, voilà. C'était juste pour dire que c'était pas tout dans l'idée. Et surtout que c'est la façon de faire l'idée qui va être innovatrice. C'est pas forcément le produit ou le service. Les gens sont toujours à la recherche du produit, du service. Vite, oh non, ça existe déjà. Mais non, que faire? Alors on recommence tout à zéro. Mais n'importe quoi. Google n'a pas fait ça. Enfin, les gens font pas ça. Ceux qui ont réussi, ils n'ont pas fait ça. Et d'ailleurs, quand le marché va mal, quand il y a une crise, c'est là, tu sais, Apple, Microsoft, IBM, Google, Walt Disney ont tous commencé en période de crise. C'est dingue. Bah oui, parce que quand les gens essaient de commencer quand tout va bien, bah, ils ont beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrence. Par contre, les gens qui commencent quand il n'y a personne, bah, quand l'économie reprend, parce qu'elle reprend tout le temps, eux, ils ont 3 ans d'avance. Ils ont déjà pris les marchés. Ils sont là depuis longtemps. Et ils ont commencé quand il y avait beaucoup de disponibilité en termes de talent pour le recruter, parce qu'il y avait une crise, etc. etc. Même quand il y a des crises, je dis il faut commencer encore plus à ce moment-là. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, Thierry. Ok, et ben écoute Hamza, on va peut-être arrêter l'émission ici parce que il est déjà très. Je peux répondre à Samira, s'il te plaît, tu penses? Oui. Samira qui dit mais des fois avant de passer à l'action, on doit avoir les fonds, donc pas si facile de tout claquer et de lancer dans l'idée en laquelle on croit. Samira, faut pas tout claquer. La vie, c'est pas blanc ou noir. Enfin, ton idée, tu peux la commencer le soir, le week-end. Moi, j'ai commencé des choses en gardant mon travail. Le risque, c'est toi qui décides. Pourquoi tu veux tout claquer? Et puis en plus, pourquoi les fonds? Je vais juste raconter une histoire rapide. Ouais. J'en ai 3 des histoires comme ça, mais je sais qu'on dépasse, Thierry, et je t'énerve. C'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est important. Tu sais, Thierry, le Samira, c'est pour toi. Hein, ça, c'est pour te montrer qu'en fait, t'es pas obligé d'avoir des fonds. Il y a un New-Yorkais qui va dans Upstate New York et qui s'éloigne un petit peu dans la campagne et qui a envie, qui se dit j'en ai marre de la ville. Maintenant, je veux monter une ferme et vivre avec des animaux, etc. Et puis c'est ça mon business, quoi. J'ai envie de vivre le grand air. J'en ai marre de la ville. Alors il arrive et puis il dit bon maintenant j'ai une maison. Il a mis toutes ses économies pour acheter une ferme bien pourrie, bien pas en bon état, quoi. Hein. Et puis il a plus d'argent. Puis il se dit mince. Et puis il me faut quand même au moins une vache, quoi. Alors il va vers le fermier d'à côté. Puis il lui dit hey, j'ai vu que tu avais plein de vaches. Tu m'en vends une. Le fermier d'à côté lui dit ouais bien sûr. C'est quoi ton budget? Il dit franchement j'ai $150. Et le fermier d'à côté rigole. Il dit une vache c'est entre 1008 et 2005 quoi, dollars. C'est pas. Enfin $150. Je peux pas trop t'aider. Il fait ah mince. Écoute.
Le fermier est gentil, il dit écoute, j'ai une vache, mais je te préviens, elle est très très bien, elle peut mourir à n'importe quel moment, je suis vraiment désolé, mais c'est tout ce que j'ai pour $150. Il fait d'accord, alors top là, tu la ramènes dans 2 semaines, moi il me faut juste que je fasse un peu de l'espace, etc. Et puis il la ramène, mais la vache est décédée. Le fermier lui dit, le monsieur lui dit, rends-moi mon argent, et puis le fermier lui dit, non, quand tu l'as acheté, elle était vivante. Moi, je t'ai rendu un extra service, un service en plus, en te disant que je pouvais encore te la garder 2 semaines sans faire payer de loyer, et en plus je te l'ai ramenée. Donc voilà, il dit ok, je me suis fait avoir, écoute, mets-la à côté, et puis voilà. Et puis, c'est marrant comme tout, 1 mois après, il revient vers le fermier et lui dit, cette fois-ci, je voudrais acheter 2 vaches. Il dit, d'accord, mais attends, t'avais pas d'argent, qu'est-ce qui s'est passé là? Il lui dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé des tickets de tombola. Et j'ai dit, une vache à gagner. Une vache à gagner, le ticket de tombola, c'est $50. Voilà. Et j'en ai vendu, je sais plus, 100 ou 150 dans le village, dans les environs, parce qu'une vache, ça coûte $2 500 et que pour $50, ils ont joué. D'accord ? Donc le monsieur a récupéré beaucoup d'argent. On fait le calcul, 50 fois 100. Ouais. Et le fermier lui dit, mais la vache était décédée. Et celui qui a gagné, il a fait quoi? Celui qui a gagné, je lui ai rendu son argent. Je lui ai dit, excusez-moi, oui, effectivement, elle est décédée. Je vous rends vos 50. Et les autres ne le savent pas. Les autres, ils ont juste joué, ils ont accepté de perdre. Donc, ils ne savent pas. Alors, je ne dis pas que c'est éthique ou pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des manières de faire, de se lancer sans avoir de l'argent, surtout avec Internet aujourd'hui. Si on est bon en... J'ai une personne que je connais qui a monté sa société, qui voulait monter sa société d'impression. Donc imprimer des brochures, des cartes de visite, etc., design, etc. D'accord ? Et elle a regardé un petit peu le coût. Les machines coûtent cher, il faut louer des bureaux, il faut un ingénieur ou un imprimeur, etc., etc. Puis elle s'est dit, oh mon Dieu, comment je vais faire? Alors, cette personne, elle s'est dit, attends, je ne vais pas regarder ce que j'ai pas, je vais regarder ce que j'ai. Moi, je suis bonne vendeuse. Moi, j'ai toujours fait de la vente, je suis bonne vendeuse. Donc, elle est partie vers des sociétés d'impression. Et elle leur a dit, écoutez, si je vous ramène des clients, est-ce que vous pourriez me faire un prix qui bat toute concurrence? Et moi, je charge ce que je veux, d'accord, c'est moi votre client, mais vous me faites un prix qui bat toute concurrence. Si je vous ramène 10 clients par an, vous me faites le prix de la page à ça. Si je vous ramène 50 clients par an, et puis elle a décroché son téléphone, elle a commencé à rencontrer plein de clients, et à chaque fois, elle se faisait entre 20 et 50% du profit sans travailler, sans imprimer, sans avoir investi. En fait, ce que j'essaie de dire, Samira, c'est que tu n'es pas obligé de prendre beaucoup de risques, qu'il y a des façons de voir les choses, et c'est ça l'entrepreneur. C'est pas juste quelqu'un qui voit noir ou blanc et qui dit je dois tout claquer pour. Non, l'entrepreneur, ça veut pas dire c'est quelqu'un qui va essayer de se débrouiller. Donc tu vois, dans mes exemples, ils se sont lancés, mais ils ont trouvé des solutions pour faire en sorte qu'ils ne vont pas de rien, Samira. J'espère que ça t'aide, pour faire en sorte qu'ils ne vont pas justement prendre tous les risques et c'est vie ou mort, quoi. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc voilà, j'espère que ça fait du sens. Voilà, ok. Eh bien écoute, Hamza, on va peut-être arrêter l'émission maintenant. Oui, je sais. Écoute, un dernier point. Je voulais juste, s'il vous plaît, Samira, Zachary, tout le monde en fait, si on pouvait, merci beaucoup Zachary en fait, si on pouvait simplement partager cette vidéo, même maintenant, en live, sur d'autres groupes, sur vos réseaux, etc., parce que c'est vrai qu'on commence et c'est dur de se faire entendre, d'exister quand on commence, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous connaissent. Vous êtes des petits malins qui nous ont trouvés, mais si vous pouviez partager, ce serait vraiment super, vraiment super. Ça nous aiderait un petit peu et surtout, on a envie de créer un espace où les gens évoluent, ils progressent, faire du bien à la communauté, quoi. Donc c'est vraiment le but et merci. Par avance, on va avoir les notifications des gens qui vont partager. Merci à vous par avance, quoi. Tout à fait. Eh bien, écoutez donc, partagez et on vous dit à la semaine prochaine pour notre prochaine émission qui sera une émission emploi. Le sujet sera bientôt publié dans le groupe. Voilà, la semaine prochaine, c'est une émission recherche d'emploi, ou du moins carrière, emploi. Ouais. Et on vous tient au courant, bien sûr, très très rapidement et à très très vite. Allez,
Au revoir. À bientôt.